va peut-être rester sur la question des inhumations, des cérémonies funéraires, pour le coup, avec Jean-Marie Viscard, qui est maître de conférences habilité à diriger la recherche honoraire à l'Université de Picardie-Jules Verne, et qui va nous présenter le cas de Saint-Quentin occupé, où il a retrouvé le journal d'un pasteur français dans le Saint-Quentin occupé et qui a contribué à célébrer des offices à la mémoire des morts allemands. Mes chers amis, comme vous le savez, je suis professeur d'histoire. Le passé forme la matière de mon enseignement. Je vais raconter des batailles auxquelles je n'ai pas assisté. Je vais parler d'hommes que je n'ai jamais vus. Ainsi s'exprime, dans son discours de la séance solennelle de la distribution des prix du lycée d'Amiens, le 13 juillet 1914, l'un de ses jeunes professeurs, Marc Bloch, qui deviendra, après la Grande Guerre, où il sert au 272e d'infanterie, l'un des plus grands historiens français. Il définit, devant le préfet et l'inspecteur d'académie, et surtout pour lui devant ses élèves, ce qu'il appellera plus tard le métier d'historien. Les historiens se sont intéressés de près au deuil pendant la Grande Guerre. La cérémonie des funéraires en zone occupée pendant cette période a été peu abordée. Cette zone occupée, pendant longtemps, les historiens n'y ont pas pensé, si j'ose dire, mais ça couvrait quand même 10% du territoire français. Et on a pensé encore moins au problème de rapport au moment où occupants et occupés se trouvent les uns à côté des autres face à la mort. Donc, étudier en quelque sorte ou essayer d'approcher le rapport à la mort sous le regard des autres. Et ici, Saint-Quentin offre un terrain d'observation très particulier. Alors, je verrai trois aspects. Bon, la première, c'est une mise en perspective indispensable pour comprendre un petit peu la situation. En deuxième partie, je verrai deux exemples d'obsèques célébrés par ce pasteur Kaltenbach. Et puis, en troisième partie, parce que c'était quelque chose de différent, l'inauguration par l'empereur Guillaume II du cimetière militaire de Saint-Quentin. Alors, d'abord, la mise en perspective initiale. D'abord, Jacques Kaltenbach, si on peut avoir la première photo. Bon, là, on a un témoignage précieux, une de ces pépites que l'historien découvre parfois et qu'il se doit de publier. Je reprends le début du journal du pasteur Kaltenbach. Puisque les communications avec le reste de la France sont au moins provisoirement coupées, je me propose d'écrire tous les jours un bref résumé des faits dont j'ai été témoin, afin que ma femme chérie puisse un jour partager ses émotions. Je veux qu'elle sache que j'ai toujours pensé à elle avec tendresse et que j'ai fait mon devoir de citoyen et de pasteur. Ainsi commence donc ce journal de guerre, c'est ainsi qu'il le parle. C'est un écrit de ce que les historiens appellent un écrit du fort intérieur. Il l'a caché au moment du départ pour l'évacuation en 1917, j'en reparlerai. Il l'a récupéré en 1917 et il ne l'a porté à la connaissance de ses proches que 44 ans plus tard, et il l'a offert à l'une de ses anciennes catéchumènes, Flora Jospin, qui avait été à Saint-Quentin avec lui. Donc, ce qui est important aussi, dès le début, c'est de souligner deux points. Bon, d'abord, c'est qu'il n'est pas du tout dans l'esprit des protestants de parler de soi, de ce que l'on vit, de ce que l'on ressent, mais c'est pour lui, et comme pour beaucoup d'autres diaristes de la Grande Guerre, un moyen de tenir le coup. Il tient ce journal tous les jours pendant les 6 premières semaines de la Grande Guerre, et il le cache, mais il sait aussi, comme tous ceux qui ont tenu un écrit du fort intérieur à ce moment-là, que si c'était pris par les Allemands, il risquait la prison. Donc, qui est ce pasteur ? Bon, c'est un pasteur qui est d'ascendance allemande par son père, et la famille est venue s'installer à Paris au milieu du XIXe siècle. Bon, on est là dans une bourgeoisie de négoce, et là, il y a la volonté très claire des parents d'ouvrir leurs enfants sur le monde. Ses frères ont été élevés, en effet, au collège des frères Moraves en Forêt-Noire, et ses sœurs par une institutrice particulière allemande. Après ses études à l'école Monge et au lycée Condorcet, où il se voit décerner le premier prix d'allemand au concours général, il part la même année au pays de découvrir l'Angleterre et le pays de Bade. Ensuite, il commence avant de commencer des études de théologie, il va passer l'hiver à la prestigieuse université d'Édimbourg et de 1900
à 1904, il fait ses études supérieures de théologie à la faculté de théologie protestante de Montauban. Puis il décide de les interrompre pour visiter les États-Unis. Il va à Harvard. Donc c'est quelqu'un qui parle aussi couramment l'allemand et l'anglais. Depuis la Pentecôte 1912, il exerce son ministère pastoral avec son collègue de Jarnac dans la paroisse protestante de Saint-Quentin. C'est une des deux plus importantes de France septentrionale. Il n'est pas dépaysé. Bon, là, il a œuvré auprès de quelqu'un qu'on retrouvera dans l'exposition. C'est le pasteur Nick. Bon, donc à Fives, ce qui est un faubourg industriel de l'île. Bon, Saint-Quentin compte à l'époque 55 000 habitants. Bon, c'est sur les plateaux du Vermandois. C'est une cité industrielle très active. Et il y a plusieurs activités textiles, en particulier la production de guipures, c'est-à-dire la dentelle mécanique. Et c'est produit sur des grands métiers brodeurs par des ouvriers très qualifiés. Mais ces machines viennent de Suisse alémanique. Donc, et j'insiste là-dessus, de par leur métier, nombre d'ouvriers de la ville et de membres de l'église protestante locale parlent couramment allemand. Et la question, c'est que d'un seul coup, le piège se referme brutalement. Dès le 24 août, 3 semaines après la déclaration de guerre, l'armée française enregistre face aux Allemands en Belgique des pertes énormes. Puis la 5e armée allemande avance de façon absolument fulgurante. On les croyait à Liège, ils étaient déjà dans le Gardin. Bon, je traduis, on les croyait à Liège, ils étaient déjà dans le jardin, dira un habitant. Le 25 et le 26 août, 15% de la population quitte la ville, alors que s'y réunissent les états-majors des Alliés. Le 27, la ville de Saint-Quentin est déclarée ville ouverte. Le 28, l'armée allemande surgit au nord de la ville, sur ce qu'on appelle encore aujourd'hui, on l'a appelé comme ça pendant des générations, le plateau de la désolation. L'après-midi, le général-major Schwartz, commandant de la 6e armée allemande, s'installe à l'hôtel de ville. Dès la mi-octobre, Saint-Quentin est situé dans ce que les Allemands appellent la zone des étapes de la 2e armée allemande, commandée par le général von Niebuhr, que l'on voit ici sur la photo avec son état-major. Désormais, la ville de Saint-Quentin vit, et pour de longs mois, à l'heure allemande, dans les deux sens du terme, le régime militaire allemand qui vise à s'assurer le contrôle immédiat et rapide des territoires et des populations s'y affirme très rigoureux et très brutal. Occupation des édifices publics, logement chez l'habitant, couvre-feu, interdiction de déplacement sans Ausweis, c'est-à-dire sans autorisation écrite, et ce qu'on appelait les revues d'appel pour tous les hommes adultes. Et enfin, réquisition de toutes sortes. Et bien sûr, il n'y a plus aucun contact possible avec la France en guerre. Les habitants ont face à eux des officiers allemands qui souvent parlent français et sont pour la plupart protestants. Donc on a une situation ici, on a là une situation tout à fait particulière. Donc je vais voir un petit peu plus les deux cérémonies funéraires très particulières. Bon, d'abord, intéressons-nous à celle, c'est le premier cas, du soldat allemand Hermann Thiemann. Ces obsèques ont lieu le 6 septembre 1914. C'est raconté dans son journal donc, par le pasteur Kaltenbach. Donc, le 6 septembre, c'est-à-dire une semaine et demie après l'entrée des Allemands dans la ville. Le temps de l'invasion, c'est le temps du grand basculement, celui où les repères traditionnels se brouillent et parfois ces repères basculent. Le pasteur a ressenti alors des sentiments contradictoires. J'ai vu, je cite, à l'hôtel de ville les 2 premiers blessés allemands et il a fallu que je me surmonte pour leur serrer cordialement la main. Pourtant, comme le dit M. Christol, le sang du Christ a coulé pour tous les hommes sans distinction de race. Le jeune pasteur, dans ces jours particuliers, visite les blessés, va dans les ambulances, dans les hôpitaux, voit, je cite, ces jeunes gens mutilés, défigurés, torturés par la souffrance, et gisant côte à côte, blessés, allemands, alliés, prisonniers. Il voit le personnel de centre militaire
du personnel de santé militaire allemand, les dames de la Croix-Rouge de Saint-Quentin soignaient tous ces soldats sans distinction. Au culte du dimanche 6 septembre 1914 sont présents, c'est là que ça commence à devenir intéressant si j'ose dire, 3 militaires allemands, dont un officier. Jacques Kaltenbach apprend aussitôt après, par un billet déposé chez le concierge, qu'il doit, le jour même, je cite son journal toujours, faire un service religieux pour les obsèques du soldat allemand Hermann Thiemann, père de 2 enfants morts du tétanos. De fait, l'aumônier militaire allemand n'est pas encore arrivé. Kaltenbach s'inquiète. Les obsèques seront-elles célébrées au lycée de jeunes filles qui a été réquisitionné comme hôpital militaire, au temple ou au cimetière, ou en ces 3 lieux successivement? Il lui est vite précisé par les Allemands que la cérémonie aura lieu uniquement au cimetière. C'est ce que les Allemands appellent un service minimum, parce que le service de première classe, ce qu'on appelait le service de première classe, était réservé aux officiers allemands. Il y a donc, écrit le pasteur, une garde d'honneur de 50 hommes et des officiers allemands, mais une foule de curieux accompagne le cercueil du lycée au cimetière. Jacques Kaltenbach se montre très prudent. Il sait qu'il va être observé à la fois par les Allemands et par les Français de la ville. Or, il y a dans la France de l'époque une certaine image du protestantisme. On sait en France que c'est la religion de 2/3 des Allemands, du Kaiser lui-même. En France, les protestants sont quelque part, je dis bien quelque part, un peu assimilés à des semi-étrangers. De plus, sur place, quelques éléments troublent certains esprits. Le premier commandant militaire allemand de la place de Saint-Quentin, le major Arnaud de la Ferrière, n'est-il pas un descendant de huguenots français partis outre-Rhin après la révocation de l'édit de Nantes en 1685 ? Le président du conseil presbytéral de la paroisse protestante de Saint-Quentin, Paul Trocmé, un industriel, n'a-t-il pas épousé une Allemande, puis, après le décès de celle-ci, une autre Allemande? Le pasteur lui-même ne porte-t-il pas un nom à consonance germanique? Alors, il procède en 2 temps. Il écrit, je fais les citations, mais je ne peux pas faire autrement, il écrit « Une fois le cercueil descendu, je m'adressais en français à la foule pour expliquer que moi, pasteur français, frère d'un capitaine français, j'avais accepté cependant de faire l'enterrement d'un soldat allemand. Dans la mort, il n'y a plus d'ennemis, mais des créatures du même Dieu qui comparaissent devant lui. » Puis il s'adresse aux militaires allemands présents, souvent de confession luthérienne. Il y a lieu de préciser ici qu'à la différence des catholiques et des orthodoxes, les protestants sont guidés par les seules Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et face à la mort, notamment, ces protestants sont guidés par cette phrase de l'épître de Paul aux chrétiens de Thessalonique, au chapitre 24, « Ne pleurez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance ». Pour les protestants, français ou allemands, et là j'insiste un petit peu là-dessus, le rite funéraire s'adresse aux vivants et non pas aux défunts. La cérémonie religieuse est placée sous le signe de la confiance en la grâce de Dieu. Dieu qui veille sur la personne disparue à nos yeux, et c'est ça qui est le plus important pour les protestants, le défunt est entre les mains de Dieu. Et de ce fait, toutes les églises protestantes rejettent la prière pour les morts. Et cette fois, donc il va parler en allemand cette fois, puis, je le cite toujours, « Je lus en allemand le psaume 130 et des passages de la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 15 et parlais aux soldats de l'amour de Dieu qui devrait obliger les hommes à s'aimer les uns des autres au lieu de se haïr. » Le pasteur, c'est celui qui exerce le ministère de la parole, celui qui a une parfaite connaissance de l'Ancien et du Nouveau Testament. Alors ici, quel texte est-ce que Jacques Kaltenbach choisit?
Bon, d'abord, le psaume 130, il est très attaché à ces psaumes, surtout pendant cette première guerre. Je cite le passage « Des profondeurs, je t'appelle Seigneur. Seigneur, entends ma voix. Israël met son espoir dans le Seigneur. » Et deuxième texte qu'il cite, sur lequel il fait son culte, la première épître aux Corinthiens, sans doute l'un des textes les plus forts du Nouveau Testament sur la résurrection des morts et le corps des ressuscités. Donc c'est le premier exemple, là, c'est celui d'un soldat allemand, mais il a devant les soldats allemands essentiellement. Deuxième document, c'est les obsèques du commandant Faure. Bon, les obsèques du commandant Faure, cette fois, c'est un Français, le 27 octobre 1914. Alors là, les conditions sont complètement différentes. Pour la première fois, ce sont des obsèques ici, sur place, en zone occupée, d'un officier français fait prisonnier, le commandant Faure, qui était un officier de carrière dans la coloniale, qui a combattu quelques jours plus tôt à la tête du 52e régiment d'infanterie dans un affrontement avec les Allemands près de Choln. Il y a été gravement blessé à la cuisse, fait prisonnier par les Allemands et accompagné spirituellement avant cette opération chirurgicale au risque par le pasteur Kaltenbach. Et ses dernières paroles, avant de passer sur la table d'opération, étaient les suivantes: « Je ferai de mon mieux, à Dieu de faire le reste. » Alors, ces obsèques de cet officier français sont célébrées au Temple, ce qui est aujourd'hui devenu pratique courante. Mais c'est, là aussi j'insiste, seulement à la fin du XIXe siècle que, sous la pression des familles et par peur de contagion au catholicisme, que les pasteurs acceptent, je dis bien acceptent, de présider le service funèbre au Temple. L'annonce de l'Évangile y est faite pour les vivants. Le corps est inhumé préalablement, je dis bien préalablement, au cimetière, où le sort du défunt ne dépend plus que de Dieu. Aujourd'hui, toujours sous la pression des demandes des familles, la cérémonie se déroule au Temple, la plupart du temps, aujourd'hui, en présence du corps du défunt. Seuls certains lieux du Languedoc et des Cévennes n'admettent pas encore aujourd'hui que le cercueil de ces familles protestantes entre dans le Temple. Et le synode de l'Église réformée de France, devenue l'Église protestante unie de France, n'a jamais pris position sur la question. Les obsèques du commandant Faure sont, par la force des choses, célébrées en l'absence de la famille qui est au loin dans les Cévennes et qui n'est pas au courant, bien sûr, du décès. Alors là, je vais citer le texte, mais c'est absolument indispensable. Qu'est-ce qu'écrit le pasteur Kaltenbach ? Devant la clinique, la rue était noire de monde. Je relus les paroles bibliques que le commandant Faure s'était appropriées avant de mourir. C'est un verset célèbre. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Bien des gens sanglotaient, ils songeaient aux membres de leur propre famille qui succombaient au loin sur les champs de bataille inconnus. Le commandant Faure incarnait pour eux l'armée française tout entière. Puis un long cortège se dirigea vers le temple qui se trouva trop petit. Soutenu par l'émotion ardente de la foule, je lus et je méditai quelques-unes des magnifiques promesses de l'épître de Paul aux Romains au chapitre 8. Dans l'auditoire se trouvaient, j'attire votre attention, 4 conseillers municipaux, 2 généraux allemands, dont le docteur Herzog, et beaucoup de catholiques. Je ne vais pas insister sur les textes, c'est des textes classiques sur lesquels il fait sa prédication pour les funérailles. Bon, l'intérêt ici est de voir qui est présent à ces obsèques. Alors d'abord, 4 conseillers municipaux, bon, ça traduit la volonté affichée d'un témoignage officiel de la communauté au sens réel du terme, française, alors que la famille ne peut pas être présente. La foule, parce que, comme le pasteur l'écrit, chacun pense au sien sur les champs de bataille des soldats dont ils n'ont aucune nouvelle. Beaucoup de catholiques, or, selon le droit canonique, il était interdit aux catholiques de participer à d'autres cultes
que des cultes catholiques. 2 généraux, et c'est ça qui est intéressant aussi, 2 généraux allemands, dont le docteur Herzog, qui a opéré le commandant Faure. Alors, comment interpréter la présence de ces officiers supérieurs allemands? J'aurais souhaité pouvoir en discuter avec des historiens allemands spécialistes de la Grande Guerre. Ça n'a pas été possible. Alors là, je vais lancer quelques pistes, mais seulement quelques pistes, parce que manque d'informations. D'abord, c'est que la présence de ces officiers allemands traduit sans doute leur respect pour un officier français mort de ses blessures au combat. Il y a, entre officiers, quelle que soit leur nationalité, des points communs dans le code des valeurs. N'est-ce pas ce que traduisent certains écrits du fort intérieur de certains d'officiers des 2 camps, ce que restituera aussi plus tard, d'une certaine façon, Jean Renoir dans La Grande Illusion. Et deuxième aspect, c'est que certains officiers allemands, alors là, je m'avance peut-être un petit peu, mais je pense que ça peut être une piste, certains officiers allemands gardent probablement de leur éducation des souvenirs de l'Antiquité gréco-romaine. Les guerres entre Rome et Carthage ont été, pour les Allemands, et surtout dans les écoles d'officiers allemands, une source précieuse d'enseignement militaire. Regardez un petit peu ce qui s'était passé dans l'Antiquité, surtout l'Antiquité romaine. Or, l'historien latin Tite Live rappelle que les fils d'Hamilcar font de grandes funérailles aux 2 consuls de Rome tombés à la bataille du lac Trasimène, et qu'Hannibal lui-même fait, après son éclatante victoire de Cannes, chercher sur le champ de bataille le corps du consul Flaminius pour lui donner une sépulture. Peut-être, alors c'est encore une autre hypothèse, peut-être ces officiers allemands songent-ils aussi à certains passages du livre des Juges dans l'Ancien Testament où David mène le deuil de Saül, avec qui il s'est affronté dans une lutte terrible, et le deuil de Jonathan, fils de Saül. David exprime sa douleur dans un texte absolument magnifique, la complainte de l'arc. Et ça se résume presque en une phrase, « Comment les hommes forts sont-ils tombés ?» Jacques Kaltenbach évoque aussi un moment fort à la fin des funérailles religieuses. À la sortie du culte, l'orgue joua la Marseillaise. Tout le monde sursauta. Si les autorités allemandes m'avaient reproché de l'avoir fait entendre, j'aurais répondu que c'était de la musique allemande tirée des 2 grenadiers de Schumann. En effet, le grand compositeur romantique allemand a mis en musique ce poème d'Henrik Heine qui raconte le retour en France, après la chute de Napoléon, de 2 soldats français faits prisonniers par les Russes en 1812. J'ai réécouté ces 2 grenadiers. Effectivement, on entend quelques mesures de la Marseillaise. Il est clair, bien sûr, que l'organiste n'a pu agir ainsi qu'avec l'accord du pasteur ou sur l'initiative du pasteur. On retrouverait 2 situations à peu près identiques en zone occupée pendant cette guerre de 14, à Douai, où l'organiste joue régulièrement aux grandes orgues des variations sur les hymnes alliés et sur la Marseillaise, et en Belgique occupée, où, lors des messes pour les défunts, l'hymne national, la Brabançonne, est joué à l'orgue. Quelles vont être les conséquences? Jacques Kaltenbach remarque, je cite toujours, « Loin de m'en vouloir, le docteur Herzog accepta de transmettre une lettre que j'écrivis à Madame Faure pour lui exprimer la sympathie de notre Église et lui raconter la cérémonie funèbre. Je fus même autorisé à y ajouter un message personnel pour ma femme. » Donc c'est les officiers allemands qui vont faire transmettre. Plus tard, il obtient un large laissez-passer des mains même du prince de Salm, inspecteur général des ambulances de l'armée allemande, lorsque celui-ci apprend que ce pasteur a célébré les obsèques du soldat allemand Thiemann et celles du commandant Faure. Enfin, 3e partie, l'inauguration par Guillaume II du monument du cimetière Saint-Martin. Il faut d'abord souligner, donc là on voit ce monument, il faut d'abord souligner que beaucoup de combats très meurtriers ont lieu autour de Saint-Quentin dans les derniers jours d'août 1914. Faisant volte-face au cours de la retraite, une partie de la 5e armée française
affronte du 28 au 30 août, entre Guise et Saint-Quentin, le 10e corps allemand et certains régiments de la garde prussienne. Plusieurs milliers d'hommes tombent au feu. De plus, le 10e territorial, c'est-à-dire des soldats du Vermandois, des pépères, comme on disait, de la territoriale, de 37 à 45 ans, des pères de famille, tombent sur le plateau de la désolation. Les 2 tiers de ces hommes sont tués, blessés ou faits prisonniers. On est sous une chaleur de plomb. Des milliers d'hommes ont été enterrés à la hâte. Les premières inhumations ont lieu dans un cimetière, le cimetière Saint-Jean. Il y a un nouveau cimetière qui devait être créé, et la municipalité de Saint-Quentin avait programmé, en temps de paix, depuis des mois, d'inaugurer le 1er août 1914, le nouveau cimetière Saint-Martin. Elle décide, au cours de ce même mois d'août, la guerre est engagée bien sûr, de réserver ce nouveau cimetière aux soldats de toute nationalité tombés près de Saint-Quentin. Lors de la Toussaint 1914, alors que les autorités municipales et militaires déposent leurs couronnes respectives, il y a un mât qui est dressé entre 2 carrés d'inhumation, en haut desquels apparaît un hommage aux soldats morts pour leur patrie, en français, en allemand, en anglais. Or, c'est dans ce contexte que l'empereur Guillaume II, qui est venu déjà par 2 fois en octobre 1914 et février 1915, émet le souhait, en mars 1915, qu'un monument soit érigé dans ce cimetière où reposent déjà plus d'1 millier de soldats, dont les 3 quarts sont des Allemands. Le Kaiser choisit lui-même un sculpteur berlinois, Wilhelm von Schneider. Celui-ci propose un portique dorique coiffé d'un fronton en granit de Bavière, précédé de 2 statues en bronze représentant 2 hoplites. Je pense qu'on peut passer à la photo suivante. Précédé de 2 hoplites en position de recueillement. Un monument de style néoclassique, tout à fait dans le style allemand. Sont gravés sur l'aile gauche du monument les noms des soldats français tombés au combat, sur l'aile droite ceux des soldats allemands. Le monument est dédié aux soldats, je cite, « ennemis d'hier, unis dans la mort ». Et sur le fronton sont gravés, sur le fronton, bon, après, on ne voit peut-être pas beaucoup ici, sont gravées les lettres alpha et oméga. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est ainsi que commence le livre de l'Apocalypse. Donc, ce monument, on retrouve un monument du même type à Sedan, occupé en 1914-1918, la même conception de l'espace funéraire. Alors, la cérémonie d'inauguration, j'ai presque achevé. Donc, la cérémonie d'inauguration, bon, on voit ici, c'est un document de l'époque, le monument est remis à la municipalité le 18 octobre 1915. Côté allemand, le Kaiser, son fils Ethel Frédéric, son gendre et le lieutenant, on le voit aussi ici, le lieutenant général von Niebuhr. Côté français, 8 personnes, le maire de Saint-Quentin, les conseillers municipaux, conseillers juridiques, le sous-préfet, l'archiprêtre de la basilique, mais pas le pasteur Kaltenbach. Je cite toujours son journal. « Monsieur Larcher était venu de la part du maire me demander d'y prendre part, mais le jour et l'heure furent fixés si précipitamment qu'on oublia de me prévenir. Je m'en consolai très facilement. Puis le Kaiser dépose une gerbe devant la tombe d'un soldat allemand, français, anglais. » Alors, après le conflit, les corps des soldats français, anglais, roumains, russes sont retirés du cimetière militaire. Là, ça n'est plus que pour des soldats allemands. Alors, je termine là-dessus. L'ombre de la mort. Bon, il faut d'abord remarquer que dans les premiers mois de l'occupation allemande, les corps des officiers allemands morts au combat sont, après une cérémonie de première classe, rapatriés vers l'Allemagne pour y être inhumés. C'est là une différence avec les sous-officiers soldats allemands qui, eux, sont inhumés sur place. Parfois surgit, mais encore faut-il rester prudent, je dirais même très prudent, il y a eu quelque chose qui était tout à fait particulier, bon, mais je pense que la question n'a pas été étudiée du tout, le transport par train entier de soldats allemands. Là, on n'a que 2 témoignages. Bon, celui d'une femme, Irma Pilois, qui tenait un café à Saint-Quentin. L'autre, c'est celle d'un cheminot qui observe à plusieurs reprises des trains de wagons de cadavres allemands ramenés de front et conduits, selon lui,
vers les hauts fourneaux du Nord et de Belgique pour y être incinérés. L'historien Vincent Vité signale l'existence aux archives de Vincennes de rapports qui concerneraient ces transports de cadavres allemands. Alors, si les convois sanitaires de blessés, les convois mortuaires, ils vont se multiplier à partir du début de juillet 1916, Saint-Quentin passe du statut de ville-étape à Villefranche. On est à 30 km de la bataille de la Somme sanglante. On a le même mot dans des langues différentes, en anglais, en allemand, en français. Alors surgissent des cimetières militaires allemands, au moins provisoires, dans ce qu'on appelle les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, c'est le grand parc public au cœur de Saint-Quentin. Bon, mais là, je vais montrer deux photos. Bon, l'inhumation, la première, photo numéro 7, c'est l'inhumation d'un militaire allemand, c'est aux archives de Saint-Quentin, dans des grandes fosses communes à gauche, des fosses individuelles à droite. C'est un ossuaire cimetière allemand de Saint-Quentin. Mais il faut penser, et cela n'est que rarement rappelé, que pendant plus d'un an, et ça généralement ce n'est pas connu du tout, d'avril 1917 à décembre 1918, toutes ces sépultures allemandes, françaises, anglaises, etc., toutes ces sépultures sont restées sans aucun entretien. En effet, il y a eu ce qu'on appelle l'opération Alberich, où l'armée allemande s'est retirée derrière la ligne Hindenburg après avoir tout détruit et toute la population a été évacuée. Ernst Junger résume ça en une phrase terrible: nous avons transformé le pays en désert. Convoi sanitaire, convoi mortuaire, funérailles célébrées à la hâte pendant ce que Colette appelait les heures longues. Or, il faut le souligner, les écrits intimes d'habitants de la zone occupée parlent de la restriction des libertés, des difficultés de ravitaillement, de la rigueur de l'occupant, mais fort peu de ce qu'ils ont ressenti sur ce plan-là, parce que c'est indicible. En conclusion, on voit à travers ce journal du pasteur Kaltenbach un petit peu la façon dont occupants et occupés ont pu faire face côte à côte à la mort. Révélateur est parfois le choix des textes choisis. À la veille de quitter de force Saint-Quentin, en avril 1917, le pasteur Kaltenbach choisit pour thème de sa prédication la parabole des ossements desséchés au livre d'Ézéchiel, chapitre 37, dans l'Ancien Testament, où Ézéchiel imagine Dieu ouvrant les tombes pour replacer de la chair sur les os desséchés des cadavres et les ramener à la vie. Puis, dit Dieu, je mettrai sur vous un souffle et vous vivrez. Alors vous connaîtrez que je suis le Seigneur. Un texte écrit au VIe siècle avant Jésus-Christ. Après la destruction du premier temple, les Juifs sont alors exilés à Babylone et rêvent de revenir à Jérusalem. Et Abel Gans, dans le film J'accuse, en 1919, Roland Dorgelès dans Le Réveil des morts, paru en 1923, ne font-ils pas surgir dans les deux cas les soldats morts au combat qui se lèvent de leur tombe comme dans l'oracle, mais cette fois pour demander aux vivants s'ils sont dignes de leur sacrifice. Mais sommes-nous si loin de ces hommes et de ces femmes? La pandémie et la guerre à nos portes nous ont rappelé brutalement que tous ne mouraient pas, mais que tous, ou presque, étaient touchés et que nul ne sait ni le jour ni l'heure. Merci pour ce point de vue qui permet de croiser les regards de protestants, enfin d'abord de protestants et de catholiques d'une part, de Français et d'Allemands d'autre part, dans ces régions occupées qui ont longtemps été qui ont peu intéressé les historiens pendant très longtemps. Alors moi, je retiens en particulier, au-delà de ces images émouvantes d'obsèques d'un soldat allemand puis d'un officier français, cette histoire des transports qui est très peu connue, les transports des corps allemands vers les cimetières militaires en Allemagne, et finalement, un certain nombre, assez peu d'entre eux, finalement, ou pas tous du moins, étaient enterrés sur place. Alors, je pense qu'il s'agit, parce qu'on est à l'arrière pour les Allemands, des zones des étapes, que ce sont des morts qui meurent à l'hôpital, donc on a le temps de traiter ces corps. Évidemment, pour ceux qui sont en ligne, la question se pose autrement, et c'est pour ça qu'à proximité des lignes, on a des cimetières militaires provisoires. Voilà, je pense qu'il y a aussi cette dimension.